Peter Mandelson, ancien ministre et ambassadeur britannique, a été libéré sous caution ce mardi après avoir été entendu dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de transfert d'informations sensibles au financier et pédocriminel américain Jeffrey Epstein. Cette figure centrale de la vie politique du Royaume-Uni et pilier du Parti travailliste a été arrêtée la veille en fin de journée. Des documents tirés des dossiers Epstein rendus publics fin janvier par le ministère de la Justice américain suggèrent qu'il aurait transmis aux pédocriminels des informations susceptibles d'influer sur les marchés, notamment lorsqu'il était membre du gouvernement de Gordon Brown de 2008 à 2010. D'autres évoquent également des versements d'un total de 75 000 $ de la part du financier américain en 2003 et 2004. Le principal intéressé affirme de son côté n'en avoir ni trace ni souvenir. Plus tôt ce mois-ci, la police britannique a annoncé des perquisitions dans 2 résidences de Peter Mandelson, l'une proche de Regent's Park à Londres et dans le Wiltshire dans le sud-ouest de l'Angleterre. Keir Starmer, qui avait déjà rappelé Peter Mandelson en septembre 2025, a depuis présenté ses excuses notamment aux victimes de Jeffrey Epstein et son chef de cabinet comme son directeur de la communication ont démissionné. Le gouvernement s'est depuis engagé à publier tous les documents liés à la nomination et à la révocation de l'ancien politique. Un premier volet devrait être publié début mars, a indiqué Downing Street ce lundi. Les législateurs européens ont décidé lundi de suspendre l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis. La Cour suprême des États-Unis a jugé la semaine dernière que certains des droits de douane imposés en 2025 par Washington étaient illégaux, ce qui a incité le président Donald Trump à annoncer 2 nouveaux droits de douane de 15% sur les importations mondiales. It's clear the legal basis has totally changed, and then we have the introduction of the new tariffs, which are totally different to the old tariffs. La Cour conclut en juillet 2025 fixe à 15% les droits de douane américains sur les exportations de l'UE, tout en accordant un accès en franchise de droit à la plupart des produits américains entrant dans l'Union. Plus tôt dans la journée de lundi, le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, a également tenu une visioconférence avec ses homologues du G7. What we told them is that for us, the clarity how our deal would be respective, how our 15% all-inclusive tariff would be put in place is of utmost importance because deal is the deal and we have to respect it. Les députés avaient déjà gelé l'accord une fois après que Trump eut menacé d'imposer des droits de douane à plusieurs pays de l'UE s'il refusait de le laisser acquérir le Groenland. Les travaux parlementaires ont ensuite repris. Un vote sur l'accord était prévu mardi, mais il a désormais été effectivement annulé. Un policier a été tué et 2 autres blessés dans une explosion survenue lundi devant une gare de Moscou, selon le ministère russe de l'Intérieur. Des vidéos montrant les premiers instants après l'explosion circulent sur les chaînes Telegram russes. Le ministère a identifié le policier tué comme étant un lieutenant de 34 ans, inspecteur principal de la police routière qui avait rejoint les forces de l'ordre en 2019. Selon la BBC, la voiture de police patrouillait au nord du centre-ville, près de la gare Saviolovski, l'un des principaux nœuds ferroviaires de la capitale russe, lorsqu'une personne inconnue a fait exploser un engin non identifié. L'auteur des faits est également décédé. Le motif de l'explosion, qui s'est produite peu après 21h, n'a pas encore été déterminé et aucune autre information n'a été divulguée au sujet de l'engin explosif. Le ministère russe de l'Intérieur a simplement précisé que les 2 autres policiers ont été transportés à l'hôpital avec diverses blessures et que les forces de l'ordre coopèrent pour enquêter sur toutes les circonstances de l'incident. Les locaux commerciaux vacants sur la rue principale de Saint-Pétersbourg, Nevski Prospect, sont un signe qui ne trompe pas et sont la preuve des problèmes croissants de l'économie russe alors que la guerre contre l'Ukraine va entrer dans sa 5e année. Dans un contexte de déficit budgétaire et de baisse des recettes pétrolières, le Kremlin s'est tourné vers les consommateurs et les petites entreprises pour obtenir des fonds. La TVA a été augmentée de 2 points depuis le 1er janvier pour atteindre 22% et les seuils de revenus à partir desquels les entreprises sont tenues de la payer ont été fortement abaissés. В год мы платили где-то 120 тысяч налога. В год 120 тысяч. Сейчас, когда мы перешли на НДС, вот эти 5%, то в среднем у нас налог выходит где-то 250-300 тысяч в месяц.
Et pour ne rien arranger, l'interdiction des réseaux sociaux et des applications de messagerie prive les entreprises de moyens publicitaires bon marché et de moyens simples d'attirer les clients. Мне страшно за завтрашний день. Таких эмоций, честно говоря, мы никогда не испытывали. Это связано не только с низкой посещаемостью, да, потерей платежеспособности у населения, не только налоговая реформа. Нас лишили способа связи даже с клиентами. Près de 10% des entreprises du marché de Saint-Pétersbourg ont fermé en décembre et janvier et 10% supplémentaires ont été cédés. De nouvelles fermetures sont attendues au printemps et Vladimir Poutine assure pourtant que les entreprises ne seront pas pénalisées. Бизнес от перехода на новые системы налогообложения ни в коем случае не должен пострадать. Обещаю вам, что этот вопрос, безусловно, будет перед правительством поставлен. Les PME représentent un peu plus de 20% de l'économie russe, mais cela reste une part importante. L'extension de la TVA à ces entreprises apportera une somme d'argent tangible au budget de l'État. President Putin has said is that when the economy returns to normal or when the budget returns to normal, then they will look to reduce the VAT rate back to 20%, but there appears to be no discussion about returning to the situation where small businesses did not have to deal with VAT. I think that's now a permanent change, whatever the rate. Les PME russes sont dans les faits sous pression depuis 2014 lorsque Moscou a été sanctionné pour son annexion illégale de la péninsule de Crimée et que le gouvernement a orienté la majeure partie de son soutien vers les grandes entreprises. Le gouvernement slovaque avait donné à Kiev jusqu'à ce lundi pour redémarrer l'oléoduc Druzhba qui alimente en pétrole les régions occidentales de l'ex-Union soviétique. Mais l'Ukraine n'ayant pas repris les livraisons, le fournisseur d'électricité slovaque a décidé de mettre à exécution ses menaces et de cesser ses approvisionnements d'urgence à Kiev. La veille, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Robert Fico avait déjà prévenu que l'Ukraine ne recevrait plus de diesel provenant de la Slovaquie tant qu'elle n'autoriserait pas le transit du pétrole russe sur son territoire. Bratislava se voit ainsi contrainte de déclarer l'état d'urgence pétrolière, ce qui implique que la raffinerie slovaque doit désormais répondre en priorité à la demande intérieure. Le gouvernement ukrainien justifie cette fermeture en affirmant que l'oléoduc a été endommagé lors d'une attaque de drone fin janvier. Cependant, les gouvernements slovaques et hongrois affirment qu'il n'y a actuellement aucun obstacle technique à la poursuite de ces livraisons. Budapest a été le premier à suspendre les approvisionnements de diesel à l'Ukraine la semaine passée, également en réponse à la fermeture de l'oléoduc Druzhba. Quelques jours plus tard, le ministre hongrois des Affaires étrangères a annoncé que Budapest bloquerait un prêt de 90 milliards d'euros accordé par l'UE à l'Ukraine, puis a annoncé qu'il s'opposerait également au 20e paquet de sanctions contre la Russie tant que Kiev ne reprendrait pas les livraisons de pétrole russe à la Hongrie. Le roi Willem-Alexander des Pays-Bas a assermenté lundi un nouveau gouvernement de coalition minoritaire néerlandais, dirigé par Rob Jetten, le plus jeune Premier ministre que les Pays-Bas aient jamais connu. Le nouveau gouvernement a prêté serment dans la salle orange du palais royal de Wittgenbosch à La Haye. Le gouvernement tripartite, dont la formation a pris 117 jours, est composé du Parti libéral centriste D66 de Jetten, des chrétiens démocrates de centre-droit et du Parti populaire pour la liberté et la démocratie, également de centre-droit. Cependant, la coalition minoritaire ne détient que 66 des 150 sièges de la Chambre basse du Parlement. Le Premier ministre Jetten devra négocier avec les législateurs de l'opposition chaque projet de loi proposé par son gouvernement. Le plus grand bloc d'opposition, le nouveau parti issu de la fusion entre la gauche verte et le Parti travailliste, a déjà exprimé de vives objections au projet de Jetten visant à réduire les coûts de soins de santé et de la protection sociale. En octobre, le parti D66 a remporté de justesse les élections législatives anticipées face au Parti pour la liberté, PVV, d'extrême droite. Le scrutin a été organisé après que le PVV s'est retiré de la coalition précédente, le gouvernement le plus à droite de l'histoire récente du pays. Rodrigo Duterte a autorisé des meurtres et sélectionné personnellement certaines des victimes de sa guerre contre la drogue. C'est ce qu'a déclaré ce lundi la Cour pénale internationale au début des audiences sur un éventuel procès de l'ex-président des Philippines accusé de crimes contre l'humanité. Au pouvoir entre 2016 et 2022 et arrêté à Manille le 11 mars 2025, il est inculpé de 3 chefs d'accusation.
Le premier concerne sa participation présumée à des exécutions extrajudiciaires commises de 2013 à 2016 lorsqu'il était maire de Davao, l'une des principales villes de l'archipel. Celle-ci aurait été effectuée par l'escadron de la mort de Davao, aussi connu sous l'acronyme DDS, un puissant gang criminel qui aurait opéré directement avec les autorités de l'époque. Mr. Duterte authorized murder and personally selected some of the targets. During the mayoral period, when he was mayor, his clearance was required for the DDS to carry out the killings. Essentially, members of the DDS needed Mr. Duterte's green light to murder. L'avocat de la défense affirme que Rodrigo Duterte estime que les preuves présentées sont tout à fait insuffisantes. Rodrigo Duterte need not convince the world of anything, and that is to his fortunate advantage given his current medical condition. He stands behind his legacy resolutely, and he maintains his innocence absolutely. Les groupes de défense des droits humains rappellent que les exécutions extrajudiciaires liées à la campagne antidrogue de Rodrigo Duterte a conduit à la mort de dizaines de milliers de personnes, pour la plupart pauvres, souvent sans qu'il soit prouvé qu'elles étaient liées au monde de la drogue. Cette première audience a permis aux procureurs de présenter leur dossier à la CPI. Les juges ont ensuite 60 jours pour décider si les arguments de l'accusation sont suffisamment solides pour justifier le renvoi de l'ancien dirigeant philippin devant les tribunaux.